Le Real Madrid s'est imposé face à l'Espagnol Barcelone et revient provisoirement à 6 points du FC Barcelone à une semaine du Classico. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau débrief de Real France et on va le faire comme d'habitude en compagnie de Rota. Salut Rota, comment ça va? Ça va, Tom, j'espère que toi aussi. Écoute, ça va bien. Il fait bien meilleur à Madrid en ce moment. Allez, petit résumé comme d'habitude. Il n'était que 14 heures aujourd'hui au coup d'envoi à Madrid et ça s'est vite ressenti, j'ai envie de te dire, surtout du côté de nos Madrilènes, parce que franchement, on était aux abonnés absents sur ce début de match. L'Espagnol est lui assez tranchant dès le début de match avec une grosse occasion dès la deuxième minute de jeu. Mais Chouameni est trop mou, Kamavinga est un petit peu perdu dans son couloir gauche. La charnière est aussi plutôt absente. Et puis la sanction tombe à la huitième minute de jeu. 1-0 pour l'Espagnol, but de Joselu, qu'on connaît bien ici à Madrid. Mais le premier tournant de cette rencontre va avoir lieu au quart d'heure de jeu avec un arrêt monumental, il faut le dire, de Thibaut Courtois pour maintenir finalement le bateau à flot. Et c'est Vinicius qui, comme très souvent cette saison, va réanimer un petit peu ce Real Madrid en égalisant autour de la 20e minute de jeu. Le Real Madrid entre enfin dans son match, va dominer et inscrire le deuxième but sur la fin de première période grâce à Eder Militao. 2-1 donc pour le Real à la pause. En deuxième période, on va vivre sur un rythme assez tranquille, franchement. Le Real Madrid maîtrise, n'est pas inquiété non plus, mais le Real n'est pas capable, comme souvent, de tuer de tuer le match, de créer l'écart. Cela sera finalement fait quand même par Marco Asensio en toute fin de rencontre. Victoire 3 donc du Real Madrid. Rota, est-ce que tu sors satisfait de ce match? Alors oui, parce que forcément, il y a les 3 points et que l'équipe a bien réagi. Donc forcément, il y a des motifs de satisfaction. Maintenant, il y a des mots que le Real traîne depuis des semaines, voire des mois. Et on va sans doute mettre le doigt dessus. Mais c'est vrai que là, depuis quelques temps, je crois que depuis février, le match contre Elche, on a concédé l'ouverture du score sur tous les matchs, mis à part face au Betis où on finit à 0-0. Mais sinon, sur tous les matchs où on concède l'ouverture du score, tous nos premiers quarts d'heure sont foirés. Et ça depuis bien, bien longtemps. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que le Real et Ancelotti doivent travailler, les entames de match, parce que c'est pas possible de manquer d'impact, manquer de concentration, manquer de lucidité, faire de naïveté. C'est redondant, c'est très souvent le cas et forcément, on peut pas partir avec des handicaps à chaque match. Forcément, un jour, le vent tournera un petit peu contre nous et ça donnera des résultats bien plus néfastes que c'est le cas ces derniers temps. Mais après, oui, pour le coup, il y a eu de la réaction, mais encore une fois, le Real Madrid s'en est remis à une individualité. C'était Vinicius qui a mis un goal, un golazo de crack, comme on dit, vraiment un but de crack mondial. Euh, et ça a remis le Real sur de bons rails, mais c'est dommage de passer à côté de ces débuts de match, de s'en remettre à des individualités pour vraiment que le train soit sur les rails de nouveau. Ouais, puis encore un début de match cataclysmique. Moi, je parlais là de l'horaire, mais j'ai quand même pas la sensation que cette excuse soit valable pour ce Real parce que c'est vraiment récurrent cette saison. Ouais, non, non, c'est pas une question d'horaire, c'est simplement un manque de concentration. On le voit, même plus tard dans le match, il y a des sautes de concentration, des contrôles loupés. On a vu Kamavinga rouler un petit peu sur le ballon, on a vu Militao. C'est pas très grave, mais ça peut l'être. Ça pourrait donner des choses un peu plus néfastes, comme je le disais. Ça peut mal tourner dans un match où on a une équipe de gros calibre en face qui met de l'intensité, qui presse beaucoup, qui presse très haut. C'était pas le cas avec l'Espagnol aujourd'hui. Ils ont pressé très haut les 6 premières minutes, mais ça suffit pour mettre un peu de pression au Real et pour les faire flancher justement sur l'ouverture du score. Mais voilà, le Real doit vraiment mieux entamer ses matchs, doit s'imposer, surtout quand il est à domicile, vraiment mener le jeu dès le départ, faire peur plutôt que se faire peur. Et c'est vraiment pas le cas depuis des mois. Ouais. Bon, c'est vrai qu'après on va dire après la tempête du premier quart d'heure et le réveil du Real Madrid, on n'a plus été inquiété dans cette rencontre. Il y a eu vraiment une vraie maîtrise côté Madrid. Il y a eu encore beaucoup de centres aujourd'hui, Jota côté Madrid, ou en tout cas beaucoup de positions aussi de centres, parce qu'il y a les centres et il y a aussi plein de fois où le joueur se retrouve en position mais il centre pas parce qu'il y a personne.
Donc beaucoup de centres encore une fois pour personne. C'est vraiment un problème aussi qui perdure ça. Bah, le manque de présence dans la surface, c'est l'un des problèmes majeurs offensivement du Real. C'est incompréhensible. En fait, on a un jeu qui tend à se passer, à se dérouler sur les côtés et on multiplie les centres pour un joueur face à 6, 7, 8, voire plus de joueurs adverses dans la surface. C'est pas possible. Là, encore une fois, aujourd'hui, face à l'Espagnol, et c'est pas facile, on avait une équipe qui était en bloc bas, ultra compact, mais ultra bas. Vraiment, c'est un bloc qui était très, très, très bas. Et on a multiplié les centres. Sachant que des fois, on force le centre parce que le latéral ou l'ailier, le faux ailier, comme c'était le cas avec Fede Valverde, n'a pas forcément le choix. Il a aucune solution en retrait, aucune solution dans les intervalles. Et il n'a que cette solution de centre. Il va centrer pour un joueur, en l'occurrence Rodrigo ou un Vinicius qui va rentrer tardivement ou aucun milieu de terrain qui va venir se projeter. Donc, ça ne sert pas à grand-chose. D'ailleurs, on a un but qui vient sur centre, mais après une action qui se déroule plutôt dans l'axe et c'est un décalage. Là, c'est assez différent. Mais sinon, des buts sur centre, si on regarde vraiment cette saison, il y en a très très peu. Donc, pareil, je pense que c'est vraiment une des variétés du jeu du Real qu'il va falloir travailler parce qu'on voit que c'est pas super efficace. Oui. D'ailleurs, il y a une réflexion que moi je me suis faite pendant ce match. C'est dommage qu'Aurélien Tchouaméni ne se projette pas de temps en temps dans la surface quand Vinicius ou un autre joueur est véritablement en position de centre, parce qu'il est vraiment c'est un joueur qui est grand, qui est fort, qui est très bon de la tête. Franchement, il ferait quelques dégâts si de temps en temps, quand il sent le coup, il se projette dans la surface, parce qu'en plus il viendrait de un petit peu de derrière, il partira un peu de loin, donc encore plus de puissance possiblement dans un coup de tête. Tu penses que c'est vraiment une consigne d'Ancelotti de ne jamais lui permettre ça, ou c'est lui qui se l'autorise pas? Ouais, je pense qu'il doit y avoir un petit peu des deux. Après, difficile, encore une fois, de savoir ça. C'est compliqué. On peut pas, je pourrais mettre un avis, mais je connais pas la vérité. Donc, c'est un peu bête de le développer. Mais forcément, par contre, je suis d'accord avec toi. Forcément, si Aurélien Tchouameni venait projeter à rentrer dans cette surface, déjà, il attirerait forcément un, voire plus de joueurs dans sa zone. Donc, ça libère et ça crée des espaces. C'est déjà une première chose. Ensuite, s'il vient rapidement, il a le physique et la puissance pour justement faire des dégâts, potentiellement prendre la balle ou non, mais en tous les cas, créer des brèches. Et le Real a besoin de ça. Quand on dit qu'on a besoin de 3 4 joueurs dans la surface, c'est pas qu'on a besoin de 3 4 joueurs capables de marquer. On a besoin de 3 4 joueurs qui puissent créer des espaces, libérer des espaces et surtout permettre à au moins l'un des quatre, 3 4 voire plus, de saisir du ballon et d'être à la réception des centres. Donc forcément, oui, qu'il y ait un milieu de terrain qui puisse se projeter. Je pense qu'Aurélien Tchouaméni est le plus à même de le faire, parce que Toni Kroos ou Modric, en tous les cas aujourd'hui sur la compo de départ, c'est un peu moins leur rôle, c'est un peu moins, c'est pas des choses qu'ils maîtrisent plus que ça. Mais c'est vrai que ce serait très intelligent, quitte à prendre un petit peu de recul de la part de Toni Kroos pour combler cette absence. Je pense que c'est pas un truc qui va déséquilibrer tant le bloc sur le repli défensif. Et de toute façon, le Real en repli défensif n'est pas très très bon, donc c'est pas une prise de risque massive. Donc on aurait vraiment, je pense, la bonne idée de le faire dans les semaines à venir, parce que ça peut apporter quelque chose vraiment offensivement au Real. Ouais. La peur du déséquilibre toujours, alors que plutôt que de prendre un petit peu le risque de créer vraiment un danger supplémentaire. Autre joueur qui aurait pu peser à ce niveau-là dans la surface, c'est Alvaro, le jeune Alvaro, qui lui est grand, qui marque des buts de la tête. Il l'a déjà fait même avec l'équipe première du Real. Il entre en jeu à la 89e minute de jeu aujourd'hui, Jota. Ton avis sur ce point-là et sur le coaching de manière peut-être un peu plus générale de Carlo Ancelotti ce soir, pas cet après-midi. Catastrophique pour moi le coaching d'Ancelotti, tout simplement. Il a mis le milieu de terrain qui est le moins équilibré qu'on voit depuis le début de saison. On sait que quand Kroos et Modric sont alignés ensemble, c'est de plus en plus difficile. Mais en plus, quand c'est avec Aurélien Tchouaméni, il n'y a aucune symbiose. Et puis, il y a pas d'équilibre dans ce milieu de terrain. Les trois individuellement sont de très bons joueurs. Je ne dis pas que c'est un milieu de terrain catastrophique, mais je dis juste que dans ce qu'on a vu sur cette saison, c'est pas du tout les meilleures composantes pour faire du Real une équipe très très dominatrice et en tous les cas très conservatrice du ballon. Donc pour moi, ça a été une erreur. L'autre erreur, c'est de remettre Valverde à ce poste-là. Moi, Valverde, j'ai presque découvert à la 87e minute de jeu, quand il fait sa frappe, qu'il était sur le terrain. Je l'ai trouvé invisible, il n'a pas servi à grand-chose.
Donc non, et puis après, même ces changements, enfin ces changements sont toujours, et ça on va pas se répéter, ça fait 25 ans qu'on le dit, ces changements sont toujours trop tardifs. Alvaro, c'est la même chose. Je pense que Vinicius aurait eu besoin un petit peu de repos. Alors ok, avec 2-1, ok, on peut reprendre un but, mais à un moment donné, il faut aussi reposer ces joueurs-là pour pas les avoir blessés et absents 6 mois à force de les faire surjouer. Alors oui, Vinicius est jeune. Oui, Vinicius prend soin de lui et fait attention à son corps, mais on n'est jamais à l'abri d'un pépin physique. Donc voilà, c'est un coach qui réagit très très tardivement et moi ça a tendance à me gonfler. Donc voilà, c'est un zéro que je lui mets parce que moi je suis très très dur, vous le savez, et peut-être qu'en commentaire on me fustigera encore, mais pour moi le coaching il est pas bon du tout, ni au départ, ni à l'arrivée. Ok. Si on passe sur les performances un petit peu plus individuellement, c'est qui le meilleur Madrilène pour toi ce soir, cet après-midi, décidément? Je dirais Militao parce que Militao a encore fait un très très gros match. Il est buteur et vraiment dans le jeu aérien, que ce soit offensif ou défensif, c'est incroyable. Il est vraiment incroyable. Il me rappelle Sergio Ramos à sa meilleure époque. Il me rappelle de très très grands joueurs comme Hierro. Euh, Défensivement, c'est un rock vraiment de la tête sur tous les coups de pied arrêtés, il est présent. Et en plus, offensivement, il prend quasiment tous les ballons. Et là encore, c'est une tête victorieuse, une tête un petit peu sur le reculoir, qui est très très compliquée à redresser, plus qu'elle n'y paraît en tous les cas. Donc je l'ai trouvé vraiment très très bon, encore une fois, une grosse grosse perf de sa part. Et Il est puis pas Vinicius, même si j'avais pas aimé Ouais. Militao, il est pas un peu à la bourre sur le but de l'Espagnol? Alors moi je pense que sur le but de l'Espagnol c'est encore une erreur de Carvajal sur le placement sur le positionnement parce que je pense que sur la balle qui est donnée pour le vis-à-vis de Camavinga où Camavinga est un peu naïf. En fait je pense qu'il y a beaucoup d'éléments dans la défense qui sont pas bons sur cette action-là. On peut le reprocher à Militao, on peut le reprocher à Camavinga d'être naïf sur le crawl et on peut reprocher à Carvajal qui pour moi couvre et s'il est aligné justement à sa charnière centrale, et c'est ce qui doit être le cas, c'est les centraux qui dirigent une défense et pas les latéraux, bah, je pense que tout ça n'aurait pas eu lieu. Donc oui, il est en retard, mais il est aligné, il est bien aligné au début. Donc moi, je suis défenseur dans la vie et je me fixe à ça. Je me dis, si mon central il est bien aligné et que moi je suis 2 mètres derrière et que lui il est en retard dans sa course, c'est moi qui ai fait l'erreur, c'est pas lui. Donc moi, je le vois comme ça en tous les cas tactiquement. Donc j'ai du mal à lui en vouloir là-dessus. Il est en retard, c'est vrai. Quand on regarde factuellement, on se dit il est en retard. Mais moi, je regarde un petit peu ce qui s'est passé avant sur la première passe et je me dis que c'est plutôt Carvajal qui est fautif que Militao. Donc c'est pour ça que moi, je trouve qu'il a fait un match plutôt complet. Et du coup, pour finir, je dirais Vinicius également parce que malgré son début de match très très timide, j'aimais pas trop le fait qu'il soit collé à la ligne, qui court pas trop, qui ne demande pas trop. Comme je l'ai dit, il a mis un but de crack mondial qui, encore une fois, une nouvelle fois, met le Real Madrid sur de bons rails. Donc voilà, je pense que c'est à souligner parce qu'il y a très peu de joueurs qui sont capables de partir de la ligne de touche entre le milieu de terrain et la surface de réparation et de finir sur une frappe croisée comme ça qui emmène l'égalisation. Ouais. Puis ça change aussi toute la suite du match, hein, finalement, encore une fois de plus. C'est ça. Autre élément en attaque, bon, Valverde, il a été invisible, tu l'as dit. Rodrigo, tu l'as trouvé comment? Sacrifié un peu de plus? Sacrifié et puis chercher un petit peu sur le terrain. Je pense que définitivement c'est pas sa place. C'est pas sa place du tout. Le Real Madrid centre énormément. Il n'est pas très grand. C'est pourtant pas le moins bon joueur de la tête, mais il n'est pas très grand. Voilà, c'est compliqué pour lui d'être présent sur des centres comme ça. Il a essayé de beaucoup dézonner. Il a essayé de jouer à droite par moment, de prendre le couloir. Il a essayé de chercher un petit peu des zones d'espace et puis des espaces libres surtout pour se déplacer. Donc je trouve que il a été volontaire. Maintenant, c'est pas un grand match, on va pas se mentir. C'était pas un grand match de la part de Rodrigo, mais il est volontaire, il a envie de jouer et dans les petits espaces, ça reste quelqu'un de redoutable, mais définitivement, c'est pas son poste, lui, de numéro 9. Ouais. Derrière, pour compléter l'analyse sur les défenseurs, Camavinga à gauche et Inacho. Bah Nacho, j'ai envie, il a fait son match dans l'axe et puis il fait une percée. Enfin, pour moi, c'est l'ADN Real Madrid, c'est ça, c'est avoir. Enfin, voilà, c'est les 3 C comme on le dit, comme on le dit en Espagne, c'est le cœur, les couilles et le courage. Et il a vraiment tout ça. Et dans sa dernière action, il a tout ça. Il est positionné en tant que latéral gauche. Il va faire une incursion entre deux joueurs. Il va accélérer. Il va percer. Il va avoir la lucidité de donner un ballon parfait.
incroyable. Donc toujours Nacho, le soldat qu'on adore, hein. Et puis Kamavinga, bah, il y a eu cette naïveté sur le but, forcément, où il est aussi coupable comme Carvajal pour moi. Mais après, son match, sinon, est plutôt correct, hein. Je pense qu'il a fait son match une nouvelle fois. Il a pas eu beaucoup de situations offensivement. Défensivement, il n'a pas été trop inquiété, mis à part ce fait de jeu-là. Et puis techniquement, ça reste toujours un joueur qui est très très propre. Ok. Si on passe sur les trois du milieu, de manière individuelle, comment tu les as trouvés, comment tu les hiérarchises sur le niveau de performance? Tchouaméni, très très compliqué sur le début de match. Il est aussi un responsable d'ailleurs sur le but qu'on prend parce qu'il est vraiment mou sur la Ouais. perte de balle. Après, je trouve que progressivement finalement dans ce match, et je dirais même que finalement la passe décisive là qu'il délivre à Militao, ça l'a peut-être un petit peu libéré, que j'ai trouvé plutôt bien sur la deuxième période. Je suis d'accord, ouais, il y a eu plutôt demi-temps. Il est monté crescendo et ça rejoint ce qu'on disait sur les débriefs précédents. Il a besoin de temps encore. Il a besoin de temps, il a besoin de s'acclimater, il a besoin de prendre des repères, il a aussi besoin de s'adapter aux coéquipiers qui sont avec lui, parce que c'est vrai que le milieu de terrain du Real Madrid possède de très bons joueurs, mais c'est vrai qu'il change très souvent. C'est aussi pas super simple de s'adapter non plus. On n'a pas les mêmes repères avec tous. Voilà, il a besoin de temps. Encore une fois, moi j'ai envie d'être patient avec ce type de joueur parce que j'ai justement, moi, personnellement, souvent tiré sur des Valverde, des Vinicius il y a 4 5 ans, sur des Rodrigo. J'ai souvent tiré sur pas mal de joueurs. Au final, on se rend compte qu'avec du temps, bah, ces joueurs-là deviennent des joueurs redoutables. Donc, il a mal débuté, mais je reste un peu comme toi, tu vois, c'est un peu comme sur un premier trimestre où tu as 10 de moyenne, et puis si tu finis à 12 au deuxième et puis à 14 au troisième, bah, je me dis que tu as les encouragements, et voilà, c'est ce qu'il faut noter un petit peu. Il vaut mieux aller de mal en bien que l'inverse. Donc, je trouve qu'il est monté en puissance, et c'est positif pour la suite. Et les Et sur le deux, reste, pardon, nos deux ouais, sur, anciens. sur le reste, Kroos a fait un match correct, encore une fois. Jeu court, jeu long. Je pense qu'il a fait son match, hein, vraiment. Il a rien d'extraordinaire, en fait. Kroos, c'est pas le mec devant lequel on va s'extasier, mais il a fait son match. Il perd très peu de ballons, il est très propre. Ses transversales sont tout le temps bonnes. Et mine de rien, ça déséquilibre forcément une défense. Et face à un bloc bas, c'est très important. Donc, sa variation de jeu court, jeu long, elle est très, très importante. Donc, moi, j'ai quand même apprécié sa performance. Modric a eu beaucoup de mal au début de match. Ça a été mieux aussi en deuxième mi-temps, mais voilà, c'est pas la meilleure perf de Modric. Je pense que lui, il a besoin vraiment d'alterner entre jouer, ne pas jouer, jouer ou moins jouer, parce que je pense qu'il est fatigué après cette saison de Coupe du Monde. Ouais. Ah, je suis même pas sûr. Modric, il a toujours dit que c'est un gars qui a besoin justement d'enchaîner les matchs. Après, bon, là, il arrive quand même à 38 ans. Ouais. Bon, c'est toujours difficile à savoir, mais c'est vrai qu'on a quand même du mal, je trouve, à retrouver véritablement le Modric influent dont on a besoin, dont on a été très longtemps habitué maintenant. Et aussi fait à noter un joueur, Thibaut Courtois. Je l'ai dit dans le résumé, mais on peut quand même le redire une fois de plus quand même. Il nous sauve du 2-0, tournant du match une fois de plus, hein. Ouais, une sacrée parade en plus, hein, la balle vient très très vite, la tête vient très 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 vite. Alors, on pourra dire elle est un peu sur lui, mais franchement, faut faire l'arrêt. L'arrêt est incroyable. Il a été un peu timoré au pied, par contre. Il nous a fait peur une petite fois. Mais voilà, il est toujours aussi déterminant. Et de toute façon, on l'a déjà dit, gagner des titres, il faut un bon neuf, très généralement, un bon gardien. Plus généralement, une bonne colonne vertébrale, mais en tous les cas, il faut un bon gardien, un bon neuf. Au niveau du bon gardien, le Real est servi, il y a pas de souci. Et je soulignerai aussi la très très bonne rentrée de Ceballos et Asensio. Je trouve qu'ils ont fait une rentrée très intéressante. Et voilà, on voit que le roulement quand même s'effectue bien avec ces joueurs-là qui restent concernés. Donc, c'est très important pour la fin de saison. Hmm. Bon, on a assuré le service minimum. Maintenant, on saura le week-end prochain, finalement, si la Liga est encore envisageable ou non pour le Real Madrid. Le Barça qui va jouer quand même à San Mamés, l'Athletic, pardon, club de Bilbao, ce week-end. Donc, pourquoi pas. Pourquoi pas? Et puis pourquoi pas aussi un petit Ca Negreira qui vient mettre, là je suis dans l'utopie la plus totale, hein, mais qui vient mettre un petit coup de 15 points comme la Juve l'a pris en Serie A, le petit coup de bâton qui nous aiderait un peu, mais bah, j'y crois pas trop, mais oui, effectivement, je pense que ce match à San Mamés peut leur faire perdre des points. Si on peut être à 7 points maximum avant de les rencontrer, je pense que c'est bien parce que ça pourrait relancer la Liga si on l'emporte, mais forcément le Classico va être décisif, le Real devra l'emporter absolument. Clairement. Bon, à l'Athletic de faire le taf. On fait confiance au Basque. Bref, merci à toi, merci à tous d'avoir suivi la vidéo, le petit like, le petit Merci à toi. partage, le petit commentaire. Ça fait toujours plaisir, comme d'habitude. Sur ce, passez un bon week-end, prenez soin de vous, puis on se dit à très vite sur Alphonse. Allez, ciao.